Le MINAT, Paul Atangandi, a fait une sortie il y a quelques heures seulement à travers un communiqué radio-presse pour mettre en garde certains responsables de partis politiques. Et nous parlons de cette sortie de M. Paul Atangandi dans cette vidéo avec le consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique. Voilà, on parle de cette sortie du ministre Paul Atangandi. Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo à travers un communiqué qu'on va lire et qu'on va analyser point par point. Alors, le MINAT a fait cette sortie. Il dit à l'attention du ministre de l'administration. L'attention du ministre de l'administration territoriale a été appelée depuis quelque temps sur les dérives graves de certains acteurs politiques de l'opposition en quête de notoriété. Ils occupent l'espace médiatique et les réseaux sociaux pour diffuser des messages tendancieux et anti-républicains dans le but de troubler l'ordre public, de discréditer l'État et provoquer des remous sociaux à des fins égoïstes. Première partie de cette sortie de M. Paul Atangandi. Déjà, Paul Atangandi, il faut dire qu'il est dans son rôle. Il est dans son rôle de ministre de l'administration, cette sorte de gendarme on va dire, tout ce qui se passe sur le territoire, voilà, comme ministre de l'Intérieur, on va dire comme ça, surtout sûr. Mais maintenant, je pense que lui également, s'il y a quelques jours, on reprochait certaines choses on va dire, aux hommes de main de certains hommes politiques, il faut quand même dire que Paul Atangandi, dans cette volonté incessante de faire plaisir aux autorités, faire plaisir aux chefs de l'État, dans cette volonté effrénée de faire du zèle, et il va souvent trop loin. Mais est-ce que là, il le fait pour le chef de l'État? Peut-être pour la sûreté de l'État, pour que les choses se passent bien au Cameroun? Non, quand nous relisons cette partie de ce qu'il vient de dire, de ce qu'il a dit, et déjà, il parle de certains acteurs politiques de l'opposition en quête de notoriété. Première chose, déjà, c'est une insulte à l'endroit de Maurice Kamto, à l'endroit de Gabriel Libi. Vous pensez que cette sortie est adressée à ces deux personnages exclusivement? Dans la suite, on verra. On verra bien, dans la suite du texte, on verra bien ce qu'il dit encore. On comprend très bien qu'il s'agit, parce que, pour dire vrai, ces hommes politiques, entre guillemets, sont... qu'il indexe, c'est-à-dire même sans forcément les nommer dans cette partie du texte ici, on se rend compte qu'il s'agit de ces personnes-là, parce que ce sont ces personnes-là qui bougent le plus sur la toile, qui occupent beaucoup plus l'actualité politique, qui sont donc les leaders de partis politiques auxquels il fait allusion. Même s'il ne reconnaît pas Gabriel Libi comme leader de parti politique. Bon, il ne reconnaît pas, mais il sait que, peut-être sur le texte, sur le papier, Gabriel Libi, selon lui, n'est pas le leader, mais on sait très bien que ces personnes-là, justement, qui s'expriment et qui occupent l'actualité, qui occupent l'espace public, c'est Gabriel Libi pour le PCRN. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Robert Kona, lui, il n'occupe aucun espace médiatique. Pour compte du PCRN, il est dans les joutes, il est dans les bagarres et tout ça depuis quelques temps, mais il n'occupe pas l'espace médiatique de la même façon que Gabriel Libi et ses lieutenants le font. Alors, dans la suite de la sortie de Paul Atangandi, dit tout le monde le sait, seul le chef de l'État incarne les institutions républicaines. Les acteurs politiques qui prétendent respecter les institutions doivent commencer par respecter celui qui les incarne. En effet, un député aux abois, exclu récemment d'un parti politique, tient régulièrement des propos désobligeants à l'endroit du président de la République. Est-ce que là, il parle d'un député aux abois? C'est pas une insulte envers Gabriel Libi? Oui, c'est pourquoi j'avais compris déjà dans les premières lignes de ce texte-ci qu'il s'agissait bel et bien de Gabriel Libi. Quand il parle, et là on est au moins d'accord, et il parle d'un député aux abois. Exclu récemment d'un parti politique. Là, on peut faire le lien, le rapprochement avec le PCRN, député aux abois. Alors, je ne sais pas s'il est, il est aux abois, parce qu'on va peut-être s'intéresser à la décision de justice qui annule le congrès, notamment du PCRN du côté de Marois. De ce 25 mai. Donc, c'est encore... En fait, il essaie de répondre coup pour coup aux attaques, ou alors à ce qu'ils estiment être des attaques qu'il subit aussi de la part de ce parti politique, de la part des communicants de ce parti politique, de ces personnes qui ne parlent pas de lui toujours avec une certaine sympathie, avec une certaine politesse. Il y en a, lorsqu'ils font des sorties pour parler de Atangandi, ils estiment que c'est un imbécile. Carrément, alors quand vous estimez que c'est un imbécile, c'est vrai que là, il ne répond pas par rapport justement
aux attaques, ou alors à sa personne. Au propos qu'il aurait subi, parce que là, il parle des propos contre le chef de l'État. Donc, mais il faut quand même généraliser en disant que, de façon générale, la politique devrait se faire dans une certaine courtoisie. C'est-à-dire que le débat politique, la divergence autour donc de la on donne un peu raison à Paul Atangandi sur ces personnes-là qui font des sorties très désobligeantes, de façon générale, contre le président de la République. De façon générale, il faut réclamer, hein, il faut appeler, il faut insister pour que la politique revienne à une certaine politesse, c'est-à-dire dans un champ beaucoup plus policé, avec beaucoup plus de courtoisie, beaucoup plus de respect. C'est-à-dire que je un peu moins de bagarre sur je peux ne pas être d'accord avec mon vis-à-vis par rapport à un sujet bien précis, mais rien que la courtoisie et le respect que je lui voue, c'est-à-dire que pendant le débat, sans que ça me donne raison, ça force quand même l'admiration. Parce que, voilà, avant toute chose, il faut les remettre au centre des choses, la politesse, la courtoisie. L'irrespect ne va pas vous donner forcément raison. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous criez, vous criaillez, vous vociférez plus que tout le monde, que forcément vous avez raison. C'est parce que vous parlez plus fort sur un plateau de télévision, dans un débat, que vous avez forcément raison. Et essayons d'avoir la force des arguments, les mots choisis, le temps, tout ça, ça prend. C'est-à-dire que ce qui est quand même terrible, c'est que ces gens, ils sont censés avoir fait des formations, avoir subi des formations, ils sont censés être diplômés des grandes écoles, tout ça. C'est-à-dire qu'en principe, vous devez être communicant d'un grand homme policier, tout ça, même si vous n'avez pas fait une certaine école. Vous avez une certaine expérience en termes de communication. Vous pouvez vous recycler. Vous pouvez encore repartir à l'école, pas forcément sur les bancs, mais aujourd'hui, avec le numérique, avec Internet, on peut se former à distance, on peut faire des recherches et puis on trouve, il y a des méthodes. Comment est-ce que, c'est-à-dire que, il faut savoir que chez les Occidentaux, parce que c'est important de le dire, même ici au pays, quand des chefs d'État, quand des hommes politiques doivent s'exprimer, c'est tout un art, c'est toute une préparation. Mais là-bas aussi, on a les gars qui ont ces déviances sur les partis politiques, sur les plateaux de télé. Beaucoup plus en campagne. Quand nous sommes en campagne, moi je parle, écoutez, j'arrive jusqu'au bout, hein, il y a une tenue, il y a une façon de se mettre. C'est-à-dire que vous avez dans leurs états-majors des gens qui sont là, les directeurs de campagne et tout le reste, des gens, leurs communicants, ont choisi même jusqu'à la couleur de la cravate. On choisit même jusqu'à la couleur du costume. Faut-il d'abord mettre le costume ou mettre une tenue d'apparat, une tenue traditionnelle par exemple? L'air que tu dois adopter, le visage que tu dois afficher, le ton que tu dois avoir. Est-ce que c'est la fermeté? Est-ce que c'est le ton de l'apaisement? Est-ce que on se rappelle par exemple, on se rappelle, non, vous parlez, ne prenez pas les contre-exemples. Je vous dis que l'art de la communication politique, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous devez vous exprimer, quand vous êtes un homme politique, président de la République, député, tout ça là, et que vous devez vous exprimer, il y a une façon, c'est-à-dire qu'il y a une façon c'est tout un art pour séduire davantage ou pour marquer les esprits. Donc voilà. C'est pourquoi vous allez voir même les débats politiques, les débats, par exemple, entre deux candidats à une élection présidentielle, ils sont arrivés au second tour, ils sont les deux premiers, il y a un débat. Vous voyez, quand vous regardez les documentaires sur Sarkozy, sur Macron, sur, comment il s'appelle, Hollande, vous êtes étonnés, vous êtes sidérés. Je dis jusqu'aux couleurs de la cravate là. Ouais, c'est choisi parce que ça communique, ça parle. Ça communique, ça parle. Le ton. Face à la réponse de son vis-à-vis, comment réagir? Vous allez voir, on va lui dire, la gestuelle, vous n'allez pas réagir comme ça. Vous allez plutôt être calme, vous allez être pondéré. Même si vous insultez, vous restez tranquille. Vous restez tranquille. Et après, c'est le public qui va estimer qu'il a été grossier, il a été... Non, c'est tout le contraire que nous vivons ici au Cameroun. De plus en plus dans le champ politique et sur la scène médiatique. Vous avez comme l'impression que des gens sont envoyés pour communiquer pour leur candidat, davantage pour diviser. Davantage pour attaquer. Mais est-ce que ce n'est pas l'atmosphère aujourd'hui qui oblige ça? Davantage pour injurier, pour insulter. Est-ce que ce n'est pas l'atmosphère politique aujourd'hui au Cameroun qui impose ce qu'on vit là sur les plateaux de télé? Non, il faut quand l'agressivité. Il faut quand même se dire que l'on soit opposant, que l'on soit parti au pouvoir, on se doit d'être quand même courtois dans les échanges, dans les débats. Et surtout, Paul Atangandi revient ici sur la nécessité de respecter le chef d'État. Moi, je le dis et je continue à le dire. On peut être opposant, on peut même en vouloir au chef d'État,
sans manquer de respect. Mais on doit le respecter. On doit le respecter parce qu'il incarne les institutions, comme l'a dit effectivement. Et justement, cette sortie de Paul Atangadi intervient à un moment donné où on a l'impression que certaines personnes se donnent un peu trop de liberté et, pour ne pas dire de libertinage, quand elle parle du chef de l'État, quand elle parle du président de la République, et en des termes parfois très insultants, très injurieux. On peut, écoutez, vous pouvez rester dans le bar, vous buvez vos biens et vous dites n'importe quoi. Vous dites, ah, c'est un connard, ah, lui, c'est qui donc, ah, qui est là-bas. Mais, en réalité, quand vous êtes sur la scène publique, quand vous êtes, je veux dire, sur la scène. Un homme politique, public, média, il y a une certaine tenue qu'il faut avoir vers le président. Avoir une certaine tenue lorsque vous parlez du chef de l'État et vous, même dans la contestation de sa légitimité, de sa longévité au pouvoir, tout le reste, il y a une façon. Et c'est pour ça que je vais apprécier particulièrement, c'est un communicant de cette partie que nous connaissons tous, du professeur Maurice Kamto. Et d'ailleurs, le professeur Maurice Kamto. Mais on les trouve très violents sur les plateaux de télévision. Le professeur Maurice Kamto, je parle du professeur Maurice Kamto. En lui-même. Oui. Mais on a vu sa dernière sortie et on va peut-être arriver sur cette partie-là où il disait que 2025 sera différent. Il n'a pas parlé du chef de l'État. Il n'a pas insulté. Il dit à chaque fois qu'il a pris la parole pour parler de Paul Biya, ça a toujours été dans le respect. Avec le respect. D'ailleurs, même quand il a essayé de parler, même de ses adversaires politiques, des opposants et tout ça, même quand il a essayé de rendre hommage à certaines personnes, c'est toujours dans le respect de la courtoisie. Et c'est important. Maintenant, vous pouvez pas des dérives de certains militants, de certains sympathisants qui sont sur la toile et qui sont incontrôlables. Là, ce n'est pas. Et là aussi, on condamne ça, mais ce n'est pas de. Ça ne relève pas forcément de la responsabilité du MRC. Voilà. Et on va continuer. Peut-être c'est pour cette différentes dérives-là que le MINED continue. Il est à rappeler que l'outrage au président de la République est réprimé par le code pénal et ne saurait être toléré lorsque les excès verbaux visent directement le chef de l'État. Il faut que cela cesse avant qu'il ne soit trop tard pour ce député multi-récidiviste. Il continue. Le ministre de l'administration. Avant de continuer, oui. Parce que là, nous sommes dans un cas où il estime que le député en question, c'est pas forcément le député en lui-même, pas seulement lui, et ses acolytes, enfin je veux dire son équipe, ses hommes de main. Lui, il insiste sur le fait que ce député est multi-récidiviste. Et nous savons tous, nous regardons des messages de ce député. Même si nous sommes sympathisants de son mouvement, c'est-à-dire que nous sommes, à un moment donné, on s'est dit, franchement, c'est un jeune, il veut accéder à la présidence, tout ça. Et puis on a même été parmi ceux qui appelaient à l'époque à ce qu'il se présente à la présidentielle, tout ça. Mais il est quand même clair qu'à un moment donné, on a comme l'impression qu'il y a beaucoup trop d'invectives, il y a beaucoup trop de suffisance dans le discours. Le discours est... Est-ce qu'il ne faut pas ça pour bousculer l'actualité politique? Le discours est parfois trop hauteux. Mais est-ce que de l'autre côté aussi on n'a pas ça? On parle très souvent du parti au pouvoir, mais c'est tous les partis qui aujourd'hui vivent ça. On a un manque de tempérance sur les plateaux, que ce soit sur le plateau de télévision. Donne-moi un exemple de sortie d'un homme politique, je ne sais pas, du RDPC. On va chercher les exemples et on va faire une émission. Qui traite, par exemple, le ministre, je ne sais pas qui traite. Ils ne pourront pas le faire. Je répète, ils ne pourront pas le faire. Quelqu'un m'a carrément dit que pour Atangadi est un imbécile. Oui, et puis, concernant le chef d'État, chaque jour, c'est des insultes, c'est des assimilations, et c'est des comparaisons avec des choses extraordinaires. Donc, à un moment donné, revenons un tout petit peu. Moi, je dis, c'est pas parce que vous allez être le plus insultant, le plus injurieux, que vous serez le plus compris, et le plus séduisant dans le discours. Donc, vous pensez que le MINED a raison de faire cette sortie-là à l'endroit de Cabral Libye? Cette sortie, écoutez, je pense qu'il aurait pu fait une sortie sur autre chose. Parce que, pour nous, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important, il y a des choses qui sont beaucoup plus, on va dire... Mais là, on parle de l'intégrité du chef de l'État. Non, l'intégrité... On parle du respect de la personne du président de la République. Il ne de rien. Moi, je pense que, écoutez, au rayon de ce qu'on appelle distraction, c'est encore des nouveaux éléments de distraction. Donc, cette sortie du MINED est considérée comme une distraction par vous. Alors, il continue, dit le ministre de l'administration territoriale tient également à redire que la qualité de député ou de dirigeant de parti politique n'est pas un passe-droit pour défier impunément l'autorité de l'État. Inciter à la rébellion et menacer de mettre le pays à feu et à sang lors de l'élection présidentielle de 2025 si des intérêts égoïstes et partisans ne sont pas satisfaits. Message visé. Message visé. On se souvient il y a quelques jours le discours de Maurice Kamto.
Ben écoutez, je pense que, comme je l'ai dit tantôt à l'entame de cet entretien, voilà, de cet échange, pour Tangandji est dans son rôle. Il est dans son rôle. Et puis, vous savez, au Cameroun, il est coutume, hein, il est courant de voir des ministres faire ou dire des choses. C'est le zèle. Ils sont beaucoup plus zélés qu'autre chose. Ils veulent faire plaisir au prince. Mais est-ce qu'ici, la sortie du professeur n'était pas un peu exagérée? La sortie était musclée. La sortie était musclée. Alors, rappelez-moi les propos de Maurice Kamto, pour que je puisse véritablement enchaîner. Maurice Kamto a dit 2025 ne sera pas comme 2018. Oui, il a dit, même s'il faut tout gâter, on va gâter. Je paraphrase, on va gâter. Ceux qui vont rester vont arranger le pays. Bon. Je paraphrase ce qu'il a dit. C'est parfois des discours va-t-en-guerre qui, en réalité, ont pour nature, ont pour but de beaucoup plus mettre en garde ceux qui sont en face, parce que le même Maurice Kamto, il y a quelques temps, disait de ne pas vouloir marcher sur le sang des Camerounais pour aller à Itoudji. Donc, je ne pense pas que de son côté, les choses... Mais peut-être qu'il a changé d'avis aujourd'hui. Non, oui, c'est un discours qui peut-être met en garde le camp d'en face. Quand on parle du camp d'en face, notamment, on sait que le RDPC est une machine bien huilée. Et on sait tous les pratiques que nous reprochons, que de façon générale, les observateurs de la scène politique au Cameroun lors des élections reprochent non seulement au RDPC, mais aussi parfois aux défaillances que l'ECAM peut bien avoir. On sait ce qui s'est passé pendant les élections de 2018. Donc, peut-être que le professeur Maurice Kamto n'aimerait pas se retrouver dans ce type de situation, c'est-à-dire revivre la même situation où, par exemple, on va nous ressortir encore des procès-verbaux qui n'ont pas été pris en compte, par exemple. On va encore nous parler de quelques couacs qui ont eu lieu ça et là, et donc du coup, on peut peut-être, sans forcément être d'accord avec des discours avant-guerre, on peut comprendre le fait que Maurice Kamto mettait en garde justement parce qu'il ne voulait pas, il ne veut pas revivre ce même type de situation. Et justement, là, il est question également de défendre ses droits et d'évoquer le respect de la loi, parce que il y a eu beaucoup d'éléments comme ça, d'éléments qui ont permis de comprendre que ça et là, il y a eu des lois qui n'ont pas forcément été respectées, qui avaient été bafouées. On est allé au Conseil constitutionnel. On a fait des jours et des jours de contentieux sur des choses qui, pour moi, sont basiques et qui n'auraient même pas mérité, hein, dans un pays sérieux, un pays normal, qu'on aille au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que pour moi, c'est une honte. Donc, le Conseil constitutionnel, qui est libre et souverain, a décidé, ils ont tranché en faveur du RDPC, qui, d'après les élections de 2018, a gagné. Les procès-verbaux irréguliers, on l'a vu. Donc, c'est des motifs qui, sous d'autres yeux, auraient même pu être en origine des annulations, ne serait-ce que partielles. Des élections. Des élections, c'est-à-dire qu'on va recommencer peut-être dans telle localité et peut-être on recompte encore les voix là-bas, on recompte encore les urnes, ou alors on va recommencer les élections de ce côté-là, parce que, en fait, il est avéré à ce moment-là que, forcément, si ces procès-verbaux n'étaient pas et ces procès-verbaux étaient questionnables, donc ça veut dire qu'il y a quelque part un problème. Donc du coup, il faut peut-être reprendre, ou alors il faut peut-être recompter, etc., etc. Donc, c'est autant de choses. Donc il incite les uns les autres à être prêts, parce que pourquoi est-ce qu'il y a une affluence pour les inscriptions sur les listes électorales? Parce que justement, les politiques portent ce discours-là et incitent les jeunes et les populations. Mais est-ce que c'est parce que les gens s'inscrivent sur une liste électorale que ça rassure une victoire à l'opposition? Non, parce qu'on a l'impression que l'opposition mène ce combat-là parce qu'ils sont sûrs. Je ne suis pas sur ce chemin-là. Pour moi, je pense que le nombre peut avoir de l'impact sur... vous ne savez pas si tout ce moment qui s'abstenait d'aller voter, parce qu'il y avait une sorte de découragement, il faut le savoir, parce que... Et alors, qui se décourage? Ce n'est pas forcément le camp d'en face qui se décourage, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas encouragés, ceux qui n'avaient pas plus le goût du vote, qui n'y croyaient plus, c'est-à-dire que qui disaient, quand je vais aller voter, donc ça ne donnera rien. La plupart de ces gens-là, c'est des gens de l'opposition, c'est des opposants, c'est-à-dire c'est des gens qui sont au quartier et qui ne croient plus à cette possibilité de changer, de susciter l'alternance. Et donc, du coup, si on leur donne l'impression, on donne une sorte d'espoir que, effectivement, leurs voix vont compter. Vous voyez, ils se lancent dans une campagne d'inscription de liste électorale.